Tout le plaisir est donc pour nous de vous retrouver une fois encore ce matin, mardi 1er décembre 2015. Les portes ou les pages du mois de novembre sont fermées depuis hier à minuit. Décembre a repris avec de nouvelles lueurs au Burkina Faso, pays des hommes intègres, avec l'élection de Roch Marc Christian Kaboré, nouveau président de la République selon les résultats provisoires qui nous sont parvenus. Nous allons donc parler de cette élection au Burkina Faso. Quelles leçons tirer de cette élection et quelle va être l'avenir du Burkina, surtout après les différentes situations de crise vécues par ce pays, partant du soulèvement populaire à l'époque de la transition dans un premier temps, le premier acte de la transition, le putsch raté de Diendéré et puis le deuxième acte de la transition qui vient d'être soldé donc par ces élections. Nous allons également parler de la ville de Mango, où la situation, selon le gouvernement, à travers ces mesures prises, devrait connaître d'accalmie. Malheureusement, selon nos informations, tel n'est pas encore le cas. Alors, la question est de savoir quel mécanisme pour l'accalmie à Mango et aussi de savoir si les dispositions prises par le gouvernement devraient permettre aux populations de retrouver de sérénité et de baisser la garde. Nous allons en troisième position parler de la justice togolaise par rapport à son fonctionnement face au défi du Millennium Challenge Account. Selon nos informations, les chances du Togo se seraient heurtées à question de torture et également à la détention arbitraire de certaines personnalités. Alors là aussi, quels sont les défis à relever par la justice togolaise pour soigner l'image du pays? Voilà donc les trois sujets inscrits au menu de cette rencontre de ce matin avec les confrères journalistes en studio. Grand Jury, c'est cette émission à travers laquelle vous vivez donc l'actualité de votre cher pays, le Togo, via la 102.7 FM à Lomé, la radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, la télévision Espoir 47 dans la préfecture de Zion, et puis pour les Togolais de la diaspora et le monde entier, trois liens, le www.togovision.com, www.ebenradio.com et puis www.laverte.org. Bonjour donc une fois encore à vous toutes, à vous tous et merci de vous savoir très très nombreux fidèles à l'émission Grand Jury. Avant de vous présenter nos invités, nous allons scruter la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, commençant par l'Indépendant Express de Carlos Komlavi Ketou que nous saluons au passage, qui titre ce matin Le spectre de la mort, crainte du pire, Mango, échec d'État, point de suspension, avec une photo qui illustre un peu la colère de ces populations. COP 21, une grosse serviette pour Fort Gnassingbé, titre le journal. Et puis, casino et hôtellerie, PEFACO fait de la magie, Pérez et le magicien. Et puis, travaux publics et le scandale des taches noires, faille d'Aledio et Bafilo, histoire secrète de 17 milliards disparus. En tout cas, le journal ne se lasse pas quand même de parler de ces fonds qui disparaissent. Et également dans les kiosques ce matin, l'alternative de Ferdinand Mensah Haïté, que nous saluons également au passage, qui titre ce matin à sa une Oti Mango, arrestation, répression, exaction, pillage, point de suspension, le bilan de la descente des militaires. En gros point, le journal écrit « Les ressortissants disent non à la faune ». L'article est décoré avec des photos de victimes et de militaires et de douilles de balles. Et puis, sommaire, port autonome de Lomé, la sécurité à l'épreuve des cambrioleurs de véhicules. Chronique politique, des Togolais tuent des Togolais dans la rue sans un frisson des autorités. Plus grave que la piraterie maritime, le vide sécuritaire dans les villes, écrit l'alternative. Et puis, fonction publique, l'application du statut général reste une énigme. Climat COP 21 pour finir avec la une de l'alternative, les engagements entre guillemets politiques pour commencer. François Hollande, sur vos épaules repose l'espoir de toute l'humanité. Autre journal dans les kiosques ce matin, Togo Matin, qui titre donc à sa une lutte contre le sida, les femmes payent un lourd tribut. Nous allons en parler puisqu'aujourd'hui c'est également la journée internationale du VIH-Sida qui est célébrée aussi dans notre cher pays le Togo, dans la ville d'Atapamé, la belle ville aux 7 collines. Environnement,
BM dans les maritimes et plateaux, constat des travaux et appuis techniques au PGICT. Et puis transport aérien, crash d'avion fictif à l'aéroport de Lomé, la SALT réussit un exercice plus vrai que nature. Éditorial, bientôt la fin du SIDA, s'interroge le journal. Et puis politique, Mango, le grand ménage et les grands risques de jurisprudence, écrit Togo Matin. L'Union pour la patrie également dans les kiosques ce matin, titre à sa une. Participation active de Faure Gnassingbé à la conférence sur le climat COP21, le fort engagement du Togo, réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 11,14% à l'horizon 2030. Enseignement supérieur, trop d'étudiants, trop longtemps dans les universités, écrit le journal, sujet très intéressant. COP21 à Paris, réparer l'injustice climatique en Afrique. Autre titre, la jeunesse africaine a formulé des recommandations à Lomé. Nouveau code pénal, malgré la pression internationale pour sa libéralisation, l'exécutif togolais choisit de réprouver l'homosexualité. Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, c'est officiellement signé entre la BAD et le Togo. Et puis, dans l'éditorial signé par le confrère Kofi Souza pour le développement électrique du continent africain. Et donc, ce matin dans les kiosques, Indépendant Express, Union pour la patrie, Togo Matin et puis l'Alternative. Et ces journaux sont à prendre au prix de 250 francs chacun. C'est donc fini pour la une des journaux. Merci une fois encore à vous toutes et à vous tous. Nous recevons pour vous ce matin Ildefonse Akpaki. Il est le responsable sur place ici de Togo Vision. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tout le monde. À suivre les événements du Burkina Faso, puisque vous avez choisi de vous rendre dans ce pays lorsque ça chauffait aujourd'hui, c'est un soulagement. Oui, mais c'est un soulagement et puis c'est une grande joie que j'éprouve en voyant que le pays des hommes intègres est devenu aujourd'hui le nouveau laboratoire de la démocratie en Afrique. On va en parler tout à l'heure. Léon Dungourg, il est le rédacteur en chef du journal Le Patriote. Il est des nôtres ce matin. Vous avez l'habitude de le suivre mercredi, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il est sorti parce qu'il est impressionné par ce qui s'est passé au Burkina Faso. Oui, à plus d'un titre d'ailleurs, parce que c'est une très bonne chose qui s'est passé là-bas. C'est ce que d'ailleurs nous souhaitons pour tous les États africains. Désormais, que cela puisse en être ainsi, mais est-ce à dire qu'il faudrait balayer tous ceux qui sont là pour que de telles élections aussi transparentes, aussi paisibles et aussi intéressées par tout le monde entier puissent arriver aussi libres et démocratiques. Aussi libres et démocratiques. Là reste toute la question. Est-ce qu'il faut faire partie de ceux qui sont là pour que de telles choses puissent arriver? Bon, c'est la grande question, mais je pense que même ceux qui sont là peuvent, de quelque manière que ce soit, participer à ces événements. Aller à l'école de Mathieu qui récupère à son âme. Peut-être. On va en parler. Tout à l'heure, je vous rappelle une fois encore les sujets qui sont au menu de nos échanges ce matin. Nous parlons du Burkina Faso avec ces élections qui donnent plus de satisfaction aux observateurs. Les observateurs n'ont pas eu de peine. Et puis les différents candidats n'ont pas également eu de peine à saluer le vainqueur parce que tout simplement ils ont reconnu leur défaite, peu importe les scores minimes remportés par certains. Et nous allons également parler de Mango avec le feuilleton, finalement on l'appelle feuilleton parce que c'est finalement devenu une bombe à retardement puisqu'à chaque jour que Dieu fait son événement, et le dernier, on va dire, c'est le refus, selon nos informations, de la famille du jeune qui est tombé sous les bouts des balles, d'enterrer leur mort si les faits ne sont pas élucidés. Nous allons parler également de la justice togolaise par rapport à son fonctionnement face au défi du Millennium Challenge Account, surtout parlant de la torture et de la détention arbitraire. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Bonjour une fois encore et bien sûr que nous sommes avec vous pour apporter notre pierre à la construction de notre cher pays, le Togo. Nous ne sommes contre personne, nous ne sommes que contre les mots qui minent le développement de nos chers pays d'Afrique. Bonjour donc. Alors, Ildefonse Akpaki, vous connaissez bien Roch Marc Christian Kaboré? Je ne dirais pas que je connais très bien monsieur Roch Christian Kaboré, l'actuel, le nouveau président de la République du Burkina Faso, mais je crois que au moment où le Burkina Faso a fait preuve
de son intégrité en renvoyant du pouvoir l'ancien président Blaise Compaoré, nous avions fait un voyage dans le pays des hommes intègres. Des hommes intègres. J'aime qu'on complète ça. Ça me plaît, le pays des hommes intègres. Nous avons fait le déplacement au pays des hommes intègres et c'est dans cette perspective que nous avons rencontré M. Kaboré, qui est un acteur politique d'une grande valeur. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison parce que lorsque M. Kaboré, M. Salif Diallo et M. Simon Compaoré avaient fait défection au sein du CDP, parce que le parti de Blaise Compaoré, face à l'entêtement de Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat, en sodomisant l'article 37 de la Constitution. J'aime très bien ce verbe. Et quand M. Kaboré et les deux autres ont essayé de prendre le navire de l'opposition, je l'avais dit sur votre plateau il y a quelques semaines, que c'est des gens qui ont mis tout leur savoir au profit de l'opposition burkinabé. Aujourd'hui, ça a payé. Plus que jamais, le Burkina Faso est devenu et reste un pays dont le peuple est un peuple debout. J'ai dit à l'entame de cette émission que le Burkina Faso est devenu le nouveau laboratoire de la démocratie en Afrique. Vous avez vu tout le vent qui a soufflé dans ce pays. Il faut aujourd'hui rendre hommage. D'abord, aux premières autorités de la transition. Michel Kafando, qui malgré Isaac Zida, oui, malgré tout ce qui s'est passé, ont tenu bon. Il faut rendre hommage à ceux qui ont permis qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de contestation et il n'y en aura pas après l'élection. Ceux-là qui ont reçu ce mandat d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Je vais parler de la CENI du Burkina. Je voudrais parler de la CENI. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux membres de la CENI du Burkina Faso. C'est un exemple. Parce que dans mon pays, la CENI a foutu le bordel et continue toujours de foutre le bordel. Je voudrais ensuite rendre hommage à la société civile burkinabé qui a permis... C'est des détails importants. La société civile. La société civile burkinabé qui a permis qu'aujourd'hui le Burkina Faso devienne un exemple de démocratie. C'est vraiment des hommes intègres qui ont su mettre au devant l'intérêt de leur peuple. Et je voudrais enfin rendre hommage à l'armée du Burkina Faso. L'armée régulière. L'armée régulière, bien sûr. Pas à l'armée de Djenderi. Je ne peux même pas en parler. Je voudrais rendre ce vibrant, très vibrant hommage à l'armée régulière qui a su jouer son rôle régalien. Vous savez, dans nos pays africains, surtout francophones, après les élections, il y a toujours eu, ou bien pendant les élections, il y a toujours eu de grabuge. Mais est-ce que vous avez vu tout ce qui s'est passé au Burkina Faso, tout juste après la révolution? Le coup d'État manquait de Djendéré. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu comment l'armée du Burkina Faso s'est comportée. Un exemple à suivre par les armées africaines. Il faut rendre hommage à cette armée-là. Vous nous avez dit tout à l'heure, quelles sont les leçons à tirer de ce qui s'est passé au Burkina Faso? Je suis très émerveillé quand je me rends compte aujourd'hui que ces trois personnalités que j'avais citées tout à l'heure, qui ont fait défection au sein de la formation politique, qui hier régentaient le pouvoir, ont mis tout leur savoir
aux côtés de l'opposition. Ça n'a pas été le cas et ce n'est pas le cas au Togo. Voilà une première expérience. Vous avez pu pratiquer le pouvoir parce que Christian Kaboré, pendant longtemps, a été ministre. Il a été Premier ministre postes, et pendant 10 ans, président de l'Assemblée nationale. Salif Keïta, le deuxième homme fort après Compaoré. Et Simon Compaoré, le bâtisseur de Ouagadougou. Vous voyez, ils n'ont pas dit j'ai été ci, j'ai été ça, et je serai là. Automatiquement. Ça n'a pas été le cas. Mais aussi, la leçon à tirer, c'est ce que je viens de dire en parlant de l'armée du Burkina Faso. Il faut que les armées africaines s'imprègnent de cette sagesse dont a fait montre l'armée du Burkina Faso. Et que cette expérience-là inspire surtout l'armée togolaise qui fout le bordel encore au nord du Togo. Ils sont battants quand même. Ça, il faut le reconnaître. On vous a assez compris. Alors, Léon, dites aujourd'hui à voir tout le scénario au Burkina Faso avec plusieurs épisodes dans ce feuilleton. Aujourd'hui, Roch Marc Christian Kaboré, lui, avec 53,65% des voix, Zéphirin Diabré, 30,02%, Taïrou Baris, 3,07%, et puis Benewende Sankara. Et quand on évoque le nom Sankara, c'est tout un soulèvement au Burkina Faso, mais celui qui a porté ce nom n'a eu que 2,77%. Dites, quels sont les sentiments qui vous ont animé? Oui, Rodrigue, il faut d'abord souligner que le nom même Burkina Faso a été attribué à ce pays-là par le feu Sankara, le feu Thomas Sankara, capitaine de son État, qui a vu que il fallait redonner un certain renom, un certain poids à ce pays-là qui désormais allait enclencher une révolution dans les années 80. Et c'est cette révolution-là que Thomas Sankara a amenée. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le nom n'est pas toujours... ne reflète pas toujours la personnalité. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Ensuite, je dirais que lorsqu'on évoque le nom Sankara, c'est vrai, ça suscite beaucoup d'émoi et beaucoup de remous au sein des milieux politiques burkinabés et même africains, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en Afrique qui se reconnaissent en Thomas Sankara, mais pas forcément en un Sankara. Et Benewende Sankara, nous le savons, tant bien que mal, il a eu à participer aussi à certains événements qui n'étaient pas du tout gays à l'ère de Compaoré. Peut-être des événements que nous n'allons pas souligner ici parce que nous sommes là pour parler d'un événement, nous sommes là pour parler d'un événement heureux, notamment l'élection glorieuse de celui que nous allons appeler notre beau-frère. Et j'aimerais revenir sur 3 petits points. D'abord, ne pas revenir plus ou moins sur ce que mon confrère a dit parce que j'ai beaucoup apprécié, c'est beaucoup de choses que j'avais aussi à dire, mais comme il l'a déjà dit, il faut savoir que dans nos milieux politiques, les acteurs politiques doivent savoir, ça il le faut, partir avant d'être chassés. Et ça, je crois que c'est ce que M. Roch Marc Christian Kaboré, il faut savoir partir avant d'être chassé. D'accord. Partir avant d'être chassé. Parce que quand vous partez de vous-même, il est évident que le peuple va vous rappeler. Parce qu'on aura constaté entre-temps que vous étiez celui-là qu'il fallait. Mais quand vous restez, vous perdurez, le pouvoir finit par vous saouler, et vous ne savez plus ce que vous faites. Et il faut toujours dire une chose, ça paie lorsqu'on sait à un moment donné rendre le tablier. La preuve, lui qui a été ministre, lui qui a été député, lui qui a été président de l'Assemblée nationale et même Premier ministre, a pu jeter l'éponge, a pu dire non. Il a été à un moment donné, ministre des Finances. A pu dire à un moment donné, ça va, nous ne pouvons pas continuer par opprimer ce peuple-là, par brimer les gens, par nous accaparer de tout ce qu'il y a. Et il a changé de camp. Ce qui lui a valu une certaine considération de la population burkinabé. Ensuite, ce dont nous allons être rappelés, c'est que dans toute lutte politique, notamment pour le pouvoir, nous avons souvent tendance à voir, nous constatons souvent
qu'il y a un champ de bataille, qui est le champ de souvent la présidentielle, qui sont, disons, les meetings et autres. Mais il y a d'autres champs qu'on n'observe toujours pas. C'est le champ social. Il y a également une bataille sociale qui se fait au niveau des sphères les plus reculées, notamment les endroits les plus reculés, où il y a un certain endoctrinement des gens du côté politique, où il y a un achat de conscience qui se fait. À la dernière présidentielle au Togo, nous l'avons vu. Des gens qui étaient déterminés à voter d'un bord se sont retrouvés le lendemain matin à venir présenter des excuses à ceux à qui ils avaient promis de voter, parce qu'ils n'avaient pas finalement voté. Ils ont dit quoi? Bon, vous savez, nous on a reçu 2000 francs, donc on ne pouvait pas vous voter. Parce que si on vous vote, ça va nous déranger. Vous voyez, quand on parle d'achat de conscience, ce que ça donne. Mais M. Christian Roch-Marc Christian Kaboré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que le pan même du pouvoir se trouvait auprès de la population, la plus profonde qui soit. Et j'ai un ami qui a été vers là, qui a fait un tour récemment, même le samedi, il y était encore, et il est revenu avec des images, il m'a montré. Dans les coins les plus reculés du Burkina Faso, on voit encore et toujours des pancartes, des panneaux, des affiches représentant Roch-Marc Christian Kaboré. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait aller vers les masses populaires à l'intérieur du pays et laisser les villes comme Bobo-Dioulasso, Kupela ou encore Ouagadougou, qui étaient déjà des villes acquises, entre guillemets. Ensuite, il faut dire que ce homme a fait montre de ce que nous pouvons appeler la carrure même d'un vrai homme d'État. Voilà quelqu'un qui, un vrai homme d'État. Voilà quelqu'un qui, dans toute sa campagne, n'a pas tenu de propos incendiaires, n'a pas tenu de propos de vengeance. Vous allez le constater, il n'a jamais, à aucun moment, parlé de vengeance, en aucune manière. Il a toujours dit, dans toute la procédure qu'a duré sa campagne, nous allons laisser à la justice le soin de faire son travail. Nous avons confiance en la justice. Et ça, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous ne savons pas faire au Togo. Nos acteurs politiques ne savent pas le faire. Voilà des acteurs politiques qui, très souvent, appellent la population même à ne pas croire en leurs institutions, en la justice. Mais il serait évident que même au moment où la justice va rendre une belle décision, que la population soit à même de la critiquer. De trouver qu'il y a des injustices. Parce qu'on a entendu tel leader politique dire que non, la justice, elle est corrompue. Il y a tel monsieur qui est comme ça, il y a tel monsieur qui est comme ci. Et ça, pour revenir à la CENI et dire que la CENI au Burkina Faso a fait un travail impeccable. D'abord, le mode de transmission de résultats qui n'a, je le dis et je le répète, qui n'a souffert d'aucune contestation. Personne ne s'est levé pour dire à tel moment il y a eu telle chose. Moi j'ai eu tel résultat dans tel bureau de vote, mais je constate que c'est vrai, il faut encore, on ne peut pas se prononcer dans l'absolu parce que la Cour suprême va encore décider. C'est à elle que reviendra le soin de confirmer. Mais il faut dire que le champ est suffisamment validé. Le champ est suffisamment validé. Mais non, une autre chose que j'aimerais rappeler ici et soulever. Regardons un peu les scores obtenus par ces candidats. Roch-Marc Christian Kaboré, très populaire, n'a obtenu que, permettez-moi de le dire, n'a obtenu que 53,65%. Zéphirin Diabré, 30,02%. Benowede Sankara, 2,07%. Mais avant lui, Taïrou, Barry qui a eu 3,07%. Ça, personne ne pourrait dire que ce sont des scores à la soviétique. Personne ne pourrait contester des scores comme ça. Lorsque vous avez des scores qui reflètent la réalité, personne ne peut aller contre. Mais quand on a, dans un pays où tu es contesté, tu es la personne la plus contestée, on se retrouve à avoir 85%, on se retrouve à avoir 65% au plan national ou 63% au plan national, il est évident que les gens auront du mal à comprendre d'où sont parvenus, d'où sont issus ces résultats-là. Et il est évident que les gens vont finalement jeter le pauvre sur l'institution chargée notamment de la transmission, de la compilation et de la proclamation des résultats. Donc il faut redonner confiance au peuple. Il faut redonner confiance au peuple. Et cela doit partir des leaders politiques qui jusqu'ici, il faut encore, on ne le dira jamais assez, n'organisent aucun meeting de formation des militants. Aucun parti politique ne le forme. Le parti des politiques forme, effectivement. Le parti des Togolais. Mais aujourd'hui, nous pouvons encore critiquer ce qui se fait. On a l'impression que ce qui se fait au parti des Togolais est destiné à une élite. À une élite. Et jusqu'ici, on a toujours vu le truc au César, à Lomé et autres. Oui, bon, au campus. Mais vraiment, on s'adresse à qui finalement?
on s'adresse à qui? Quand on fait venir des experts qui s'expriment en termes techniques. J'ai assisté à une de ces rencontres-là, où les experts s'expriment en termes techniques. Ça, ce n'est pas à l'endroit du citoyen lambda qui à peine comprend le français. Il faut le dire. Nous ne sommes pas nombreux à comprendre. On a quand même des intellectuels. On a quand même des intellectuels. Qui ont besoin d'être formés sur le plan technique. Entre guillemets, des intellectuels tarés, parce que nous-mêmes, on ne fait pas grand-chose. Vous reprenez un peu les propos de Nicolas Lawson, le président du PRR. Alors, dites, Ildefonse Akpaki, aujourd'hui, on a pratiquement épluché tous les détails. Quels peuvent être, selon vous, les tout premiers chantiers du nouvel homme fort du Burkina Faso? Je voudrais revenir sur quelques petits points soulevés par le confrère Léon. Il a employé une très belle expression que j'ai eu du mal à noter et à scruter comme cela se doit. Il faut vite partir avant d'être chassé. Avant d'être chassé. C'est une belle expression que j'ai appréciée. C'est par rapport au nouveau président de la République du Burkina Faso. Vous savez que aujourd'hui, et plus que jamais, quand vous prenez la plupart des pays francophones, des pays africains francophones, ce mal de s'accrocher au pouvoir est devenu un syndrome, une gangrène, qui fait qu'aujourd'hui, en cours de jeu, les présidents modifient à leur guise les constitutions et s'accrochent au pouvoir comme des pipistrelles. Oui, c'est ce qui est grave. Quand Christian Marc Kaboré a compris vite le jeu, ainsi que deux de ses collègues, ils ont vite quitté la barque avant que la barque ne sombre. Aujourd'hui, la barque a totalement sombré. Si dans la campagne de M. Kaboré, il n'a pas utilisé de propos de vengeance, ni diaboliser ses anciens compagnons et partenaires d'équipe, c'est parce que ce monsieur que le confrère a qualifié d'homme d'État sait très bien que une fois qu'il sera la première institution de l'État, du nouvel État du Burkina Faso, toutes les autres institutions auront à travailler comme cela se doit. Il n'aura pas peur. Il n'aura pas le courage de dire que celui-ci, ou bien nous aurons à faire la course aux sorcières. Il a parlé de la justice et il sait très bien, étant un homme d'État, que la justice du Burkina Faso fera le travail qu'il faut. Il a confiance aux institutions de la République du Burkina Faso. Vous savez que, toujours dans le prolongement de cette expression, je me rappelle d'une mise en garde de l'écrivain Amadou Ampateba qui disait au chef d'État qui s'accrochait au pouvoir: le pouvoir est comme l'alcool. Au premier verre, on est joyeux comme un agneau. C'est le premier mandat. Au deuxième, c'est comme si on avait mangé la viande du lion. Deuxième mandat. On se sent si fort qu'on n'accepte plus d'être contesté. Au troisième verre, on est comme un cochon, on ne peut faire que des cochonneries. Voilà la caricature de ce que nous avons comme image des pays africains francophones qui sont aujourd'hui en ébullition parce que certaines personnes ou personnalités ont pensé qu'ils doivent régenter ces États-là ad vitam. C'est ce qui est grave. Maintenant, tournons à l'avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis sûr que le syndrome sankariste a été l'œuvre d'un certain Thomas Sankara. Il faut réhabiliter
l'histoire du Burkina Faso. Il faut connaître et les auteurs et les commanditaires de ceux qui ont mis fin à la vie. Ce sera le début de la chasse aux sorcières. Non, là, il faut laisser la justice. Je sais qu'il y a eu une commission qui a été mise sur pied pour faire la lumière sur tout cela. Il faut rendre justice pour pacifier les cœurs. Il faut rendre justice, pour pacifier les cœurs. Il faut rendre justice pour apaiser les cœurs. Rendre justice pour pacifier les cœurs. Je suis très heureux d'entendre que le nouveau président de la République met l'accent sur le rôle que doit jouer la justice sous son mandat. Du moins, le premier mandat. Le reste viendra. Après. Voilà, Léon, quels doivent être selon vous les premiers chantiers du nouvel homme fort du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré? Nous savons que tout est parti du projet de masturbation de la Constitution de la République, surtout en son article 37. Aujourd'hui, est-ce que cet homme va faire confiance en cette Constitution ou bien va chercher à doter le Burkina nouveau d'une nouvelle Constitution, lancer une nouvelle République? Non, je pense que, avant tout propos, Rodrigue, il ne s'agit pas d'une masturbation de la Constitution. Il s'est agi, entre-temps, d'une masturbation intellectuelle de ces politiques véreux-là qui ont voulu violer la Constitution. Ils ont fini de se masturber, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire, ils veulent violer maintenant la Constitution. C'est ce qui s'est passé et c'est ça que le peuple burkinabé a dit. Niet, ça ne se passera jamais sur la terre des hommes intègres. Alors, pour revenir aux chantiers qui doivent s'ouvrir obligatoirement, il n'est plus question de parler de justice, il n'est plus question de parler de constitution, parce que la transition a réglé ça. La transition justement avait dans son cahier de charges le règlement de toutes ces questions-là qui ont failli faire chavirer ce pays. Avec la transition, voilà. Il y a juste eu une charte. Oui. Doit-on convertir cette charte aujourd'hui en constitution? Non. Cette charte était, disons, une mission. C'est comme l'APG que nous avons signé en 2006. C'était une mission qui doit s'achever ou qui devait s'achever à un moment donné. Et ce moment-là, c'était le début donc des élections présidentielles. Maintenant, il appartient au nouveau président de s'organiser avec son gouvernement, de faire des propositions concrètes au Parlement et que le Parlement en décide. Voilà. Donc, moi, je pense que le Parlement au Burkina existe encore aujourd'hui? Oui, le Parlement existe puisqu'il y a le Parlement de transition qui est là. Maintenant, il appartiendra au nouveau président élu, en tant que chef de l'exécutif, d'organiser maintenant des élections, encore, pour pouvoir permettre à un autre Parlement qui viendra qui viendra remplacer valablement le Parlement de transition, pour pouvoir maintenant c'est-à-dire un Parlement légitime. Oui, bon, plus ou moins, parce que même le Parlement de transition, il est légitime. Il est légitime et il est légal. C'était légal, mais ce n'était pas légitime, parce que ce n'était pas élu. Oui, les membres ont été cooptés. Et vous savez, il est légal et il est légitime. Pourquoi je dis qu'il est légitime? Parce que ce Parlement n'a pas été contesté. Une fois que vous n'êtes pas contesté pour un poste que vous occupez, on suppose que vous êtes légitimement à ce poste-là. Maintenant, vous pouvez me dire qu'ils n'ont pas élu, ça veut dire qu'ils n'ont pas un mandat électif, ils n'ont pas eu une procuration du peuple. Mais il est quand même évident qu'ils sont légitimement installés là-bas. Donc, ils ont la légalité aussi, parce que la charte l'a prévu. La charte de transition l'a prévu. Donc, j'aimerais dire qu'il appartiendra désormais à M. Roch Marc Christian Kaboré d'aller plus loin que ce qu'il a dit dans sa campagne, à travers notamment la prise en compte des besoins des couches les plus vulnérables du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons au Burkina Faso plus de 2700 espaces relégués, ce qui n'est pas du tout bien. 2700 espaces relégués dans un pays, c'est inadmissible. Et nous savons ce que c'est que les espaces relégués. Ce sont des endroits vraiment insalubres. Je ne sais pas si on en a au Togo, Tokoin Tamé. Il suffit aujourd'hui de prolonger un petit peu le marché de Bossimé. Vous allez voir à côté, il y a un peu de la dune, un peu d'ordure. Ce qui se passe là-bas, c'est pas bien. Voilà. Donc plus de 2700 espaces relégués, c'est pas du tout intéressant. Donc moi je pense que c'est d'abord un premier chemin qu'il devait arborer. Parce que lui-même l'a dit, réduire de moitié pendant son mandat le taux de pauvreté au Burkina Faso. S'il l'a dit, je pense qu'il a les outils nécessaires. Ayant fait plus de 20 ans dans les rouages du gouvernement et de la politique, il a tous les éléments nécessaires pour
pour agir efficacement. Il faut rappeler aussi qu'il a le soutien de beaucoup de ces États-là qui sont finalement des sponsors. C'est ce qu'on dira finalement. Donc, je pense que sponsors de quoi? Des sponsors des présidents. Disons ça comme ça, parce que je vous aide, vous devenez président et en retour, Donc l'autre chantier, c'est l'éducation nationale au Burkina Faso. L'éducation nationale au Burkina Faso est en mal. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, parce que d'abord, au primaire, le Burkina étant un pays à forte majorité musulmane, les gens préfèrent, comme au Sénégal, envoyer leurs enfants à l'école coranique. Où on n'enseigne pas du tout le français. Pourtant, ces écoles coraniques-là sont appelées écoles franco-arabes. On met franco-arabe, mais on n'enseigne pas le français. Or, le français, c'est la langue officielle du Burkina Faso. Donc, il faut revoir ça à l'école primaire. L'école secondaire, disons, ne souffre pas beaucoup. Au Burkina, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles publiques, beaucoup de CG publics, beaucoup de lycées publics, ce qu'on ne voit pas beaucoup au Togo. Mais le supérieur également doit être revu. Ça fait plus de 2 ans maintenant que l'université de Ouagadougou, par exemple, est handicapée totalement, avec des années blanches. On ne sait pas ce que ces jeunes-là, finalement, vont devenir. Des gens qui sont rentrés pour faire peut-être 3 ans, avoir leur licence, ou 5 ans pour avoir leur master, vont s'éteindre, vont finalement faire 10 ans, 7 ans pour juste une licence. Ça devient compliqué. Parce que ceci, effectivement, est une résultante du système passé, du système précédent, disons ça comme ça. Mais M. Christian Roch-Marc Kaboré a le devoir désormais de pallier à ce manque-là, de pallier à ce problème-là. Parce que, étant des actions du précédent gouvernement, ça devient finalement des problèmes pour lui qui est au présent gouvernement. Donc je crois que lui-même il les connaît parce qu'il il a promis dans sa campagne aux étudiants burkinabés de leur offrir le minimum pour qu'ils puissent décemment aller à l'école, avoir les compétences. Et il a dit quelque chose qui m'a fait rire, et revenir un jour le remplacer. Donc, quand il dit cela, ça veut dire qu'il estime déjà. Il estime partir. C'est pourquoi, pour chuter, je dirais, j'interpellerai ce personnage-là, M. Roch-Marc Christian Kaboré, en lui disant que nous l'apprécions. Et nous l'apprécions notamment aujourd'hui. Mais nous espérons qu'il ne sera pas ce héros libérateur qui deviendra dictateur. Nous l'espérons vraiment. C'est profond. Alors, une dernière question autour de ce sujet. Les minutes sont en train de s'égrener là. Dites, Ildefonse Akpaki, que vont devenir Michel Kafando, Isaac Zida et leurs compagnons? Toutes ces personnes qui, aujourd'hui, ont subi, je dirais, ont souffert, ont été martyrisés, mais qui, aujourd'hui, ont bien tenu et ont réussi à réécrire de nouvelles pages pour ce pays. Ils vont devenir quoi? Ils vont espérer être récompensés, Premier ministre, qu'est-ce qu'ils vont devenir? La nation leur sera gré. Il faut qu'ils s'effacent. Et je crois que ça a déjà commencé avec Monsieur Isaac Zida, qui a été promu au grade de général. Je crois que tous ceux qui ont eu à gérer le pays à un moment où c'était encore chaud, ce n'était pas évident, deviendront des icônes. Je parle du président de la République par intérim, Michel Kafando. Je parle de Isaac Zida. Je parle du président du Conseil constitutionnel, Chérif. Tout ce beau monde qui ont essayé de tenir bon pour offrir aujourd'hui au Burkina Faso ce qu'il est aujourd'hui, je crois que la nation leur sera gré. Parce que les Burkinabés, plus que jamais, sont des hommes intègres. Mais au-delà de ce qui s'est passé, ils sont aussi des hommes intelligents et civilisés. Gardons-le ainsi et que la nation soit gré à toutes ces personnalités qui ont eu un rôle très prépondérant qu'ils ont joué lors
de la période intérimaire. Voilà, je reste vous parce que on va descendre un peu du Burkina, on descend et puis on franchit un peu les frontières du Togo à quelques dizaines de kilomètres pour le dire ainsi. Je veux parler de la ville de Mango. Tous les journaux dans les kiosques en parlent depuis plusieurs semaines maintenant. Cette situation liée au projet de délimitation donc de la faune aujourd'hui, face à ces problèmes, le gouvernement a pris des mesures, notamment en démettant le préfet, comme l'ont souhaité beaucoup d'acteurs et également les populations. On a nommé un nouveau préfet, on a également démis le maire, prochainement peut-être on aura un nouveau maire, ainsi de suite. On a suspendu le projet. La question est de savoir si ces mesures suffisent pour susciter l'accalmie à Mango. Non. Pourquoi? Au regard de tout ce qui se passe depuis un certain temps à Mango, la grande question que je me pose quand j'ai vu mes compatriotes tomber, baignant dans leur sang, je me suis posé la question de savoir... Là aussi, il va falloir faire extrêmement à des images, parce que la HAC a donné plus de précision hier. Il y a eu des images tronquées, des images fabriquées. Vous savez, là où il faut voir la HAC n'est jamais présente. Aujourd'hui, les moyens de technologie sont beaucoup plus avancés. Et quand on nous parle, j'ai suivi comme vous le communiqué de la HAC, quand on nous parle d'images tronquées, je voudrais que dans le communiqué de la HAC, qu'on essaie de nous dire ou bien de nous présenter ces pièces à conviction qui ont été publiées, parce que la HAC a parlé de journaux écrits et puis de sites. Bien. Surtout les sites web. Surtout les sites web. Parce que, entre parenthèses, la HAC a peut-être raison, je le dis ainsi, parce qu'on a eu quand même ensemble à suivre des images publiées également sur de grandes chaînes internationales par rapport au Togo, des images que nous avons pu, selon nos regards d'observateurs, constater n'étant pas les siennes, c'est-à-dire parlant du Togo. La HAC, quelque part, a raison. Voilà. Quelque part, elle a raison. Je suis responsable d'un site d'information et je fais extrêmement attention à toutes les images qui me sont envoyées. Et pas mes correspondants et pas des amis sur place. Voilà pourquoi ça m'avait fait un tout petit peu sourire hier nuit quand j'ai suivi le communiqué de la HAC. C'est vrai que j'ai suivi comme vous sur France 24, non mais TV5 Monde, une image qui ne serait pas celle du Togo. Mais à ce que je sache, le site que je dirige sur le plan purement national n'a pas eu à faire ce genre de choses. Maintenant, par rapport à cela, je dis que quand je vois les compatriotes baigner dans leur sang parce que défendant une cause, la première question qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a un homme qui véritablement dirige le Togo? Bien sûr, nous avons un chef de l'État, il s'appelle Son Excellence Faure Issozi Mnania Singbe. Il se trouve actuellement à Paris, aux côtés de ses autres collègues et homologues présidents dans le cadre de la grande conférence sur les réchauffements climatiques. Vous l'avez si bien dit. En tant que chef de l'État, chef de la famille du Togo, je ne comprends pas pourquoi, quand il y a ces actes où des gouvernés perdent inutilement leur vie, nous ne voyons pas le chef de l'État réagir. Nous ne voyons même pas un seul communiqué de la présidence sortir pour dire que ce qui se passe là n'est pas bien. Il y a quand même les communiqués du Conseil des ministres et également, si vous prenez Mango, il a dépêché des ministres, deux ministres premièrement sur les lieux. Après, il y a eu beaucoup de missions et ça continue selon nos informations actuellement. Dans des États purement, dans des États où nous avons des acteurs et des responsables politiques purement civilisés, quand il y a ce genre de choses,
la première personne qui situe les responsabilités et qui apaise encore les cœurs, c'est le chef de l'État. Nous avons vu dans des États où il y a eu ces genres de choses, où les responsables, sinon les dirigeants, se sont réunis en réunion de crise. Et pourtant, les chefs d'État sont sortis malgré les décisions prises aux réunions de crise, sont sortis pour parler à la population. Lorsque je fais allusion aux sorties du chef de l'État togolais, qui ne viennent pas pour la plupart du temps quand il y a ce genre de choses, c'est que je constate qu'il y a un paradoxe. Voilà pourquoi je me pose la question de savoir s'il y a un homme qui dirige l'État togolais. J'ai vu le chef de l'État togolais envoyer une correspondance au président de la France quand les terroristes ont assassiné nos confrères de Charlie Hebdo. Le chef de l'État togolais a présenté sa compassion au peuple français. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Quelques jours après, les militaires ont tiré à balles réelles sur les populations de Mango. Silence radio du chef de l'État. Je parle des 6 et 7 novembre. Le 13 novembre, la ville de Paris a été la cible des attentats. 2 ou 3 jours après, le chef de l'État togolais a envoyé une lettre de compassion au chef de l'État français. Le 23 novembre, à Mango, les militaires ont également tiré à balles réelles sur nos compatriotes. Silence radio du chef de l'État togolais jusqu'aujourd'hui. Comment se fait-il que quand ces genres de choses se passent à l'extérieur... C'est-à-dire, vous estimez qu'en dehors du Conseil des ministres qui prend des décisions, Conseil des ministres qu'il préside d'ailleurs, en dehors des différents communiqués, des différentes dispositions prises au niveau du gouvernement, que le chef de l'État lui-même parle forcément? Il est le chef de la famille du Togo. Je donne 2 exemples. L'explosion du Ghana a fait sortir le chef de l'État ghanéen. L'inondation au Bénin... Ça a coûté 150 morts. L'inondation du Bénin a fait sortir Yahi Boni. Des dégâts inestimables. Vous savez, depuis que les jeunes frères Anselme Sinandare et Douti Sinaleng ont été fauchés par des balles assassines des forces de l'ordre, si vous faites un tout petit peu la part des choses, vous allez vous rendre compte que c'est ceux qui sont aujourd'hui ou qui garantissent l'espérance de demain qui ont été fauchés. Anselme Sinandare avait 12 ans. Douti avait 21 ans. Quand je me suis amusé un tout petit peu avec mon correspondant de Dapaon à chercher à trouver l'âge de ces personnes-là, de ces compatriotes qui sont tombés, je vous dirai là, Famoussa Adam, 15 ans. Kampim Bassam, 16 ans. Nadio Alimiao, 19 ans. Baba Fousseni, 32 ans. Saya Amadou, 37 ans. Bouraïma Saïbou, 19 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Ceux-là sont ceux qui incarnent l'espérance de demain. Et quand l'autorité se tait, pendant qu'on tue des adolescents, je peux vous garantir aussi que quelque part, un grand homme a écrit ce qui suit. Dans un peuple
où on commence par s'attaquer à la vie de ceux qui incarnent l'espérance, l'avenir, le futur, ce peuple doit se reposer les vraies questions et se demander le sens véritable de l'existence humaine. Ces compatriotes qui ont une dizaine d'années, quel a été leur tort? Eux qui ont encore devant eux la vie. Qu'est-ce que l'avenir réserve à leurs parents? C'est la question qu'on se pose. Alors, Léon, face à vous avez suivi Ildefonse par rapport à son développement tout à l'heure. C'est vrai que par rapport à ces événements de Mango, il y a eu plusieurs missions. Vous avez même suivi les deux ministres, donc le ministre de l'Environnement, André Johnson, et le ministre, le colonel Yad Damean, devant le Parlement pour s'expliquer. Il y a eu des missions parlementaires sur place. Il y a eu des délégations ministérielles sur place. Beaucoup de missions et deux conseils des ministres extraordinaires en intervalle de 72 heures avec des mesures dissuasives, des mesures rassurantes prises. Est-ce que ces mesures, selon vous, vont susciter l'accalmie à Mango? Non, il faut dire que c'est non, tout simplement, parce que, pas plus que hier, nous avons eu cette conférence de presse là, animée par des ressortissants de la ville qui ont tout simplement manifesté leur désaccord avec la situation actuelle, avec les décisions du gouvernement, où ils ont demandé tout simplement que le préfet de la ville soit mis aux arrêts, et qu'il ne soit pas tout bonnement comme ça, démis de son fonction, qu'il soit mis aux arrêts. Ils demandent également que toutes les personnes impliquées dans les massacres qui se sont, entre guillemets, dans les tueries qui ont été perpétrées là-bas, y compris même les personnes qui sont passées à tabac, qui ont passé à tabac les citoyens, que toutes ces personnes-là soient citées à comparaître devant le procureur de la République, que toutes ces personnes-là soient traduites devant la justice. Et ces ressortissants-là menacent même le gouvernement, parce qu'ils disent que si le gouvernement ne s'exécute pas, ce serait eux qui quitteront et iraient porter plainte contre ces personnes-là. C'est dire que ces personnes, sincèrement, ne sont pas d'accord, ne sont pas satisfaites de ce qui s'est passé. Oui. Et il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, le parti annonce déjà une conférence de presse à 15h à son siège pour se prononcer sur cette affaire-là. C'est dire que les partis politiques également ont eu leur part à jouer. Et nous avons vu que la plupart des partis qui ont pu se prononcer ont été en désaccord total, net, avec ce qui s'est passé avec les décisions du gouvernement. Surtout à ce grand théâtre-là, à cette grande scène que nous avons, à laquelle nous avons eu droit sur le plateau de la TVT, où il y avait plus que 2 ministres qui sont arrivés nous entretenir sur ces événements et malheureusement qui n'ont convaincu personne. Il faut dire que ce sont des événements qui ne sont pas de nature à calmer les choses, parce que nous avons encore eu une information comme quoi dans la journée d'hier, il y a un citoyen ressortissant de Mango du nom de Djabou Kansou, je crois, armé, qu'on surnomme armé, qui a été appréhendé comme ça, entre guillemets, Manu Militari, et on lui reprocherait d'être l'un des instigateurs des manifestations de Mango. Est-ce que c'est normal, ça? On a parlé quand même des enquêtes. Il faut bien mais pour pouvoir situer les responsabilités, il faut que les enquêtes se poursuivent. Et quand on effectue ou quand on mène des enquêtes, on n'est pas toujours obligé d'appréhender des gens qui ne menacent pas de s'enfuir. Qui ne menacent pas de s'enfuir. On peut les assigner à résidence, on peut retirer leur passeport. Et c'est pour ça qu'on a une sécurité, un service de sécurité à l'interne. Le gouvernement doit être à même de savoir qui est où et fait quoi à quel moment sur le territoire togolais. Sinon, c'est des djihadistes qu'on aura ici, partout, des gens qui vont nous bombarder. Le gouvernement va sortir nous dire qu'on ne peut pas suivre les djihadistes. Ça ne sera pas du tout normal. J'aimerais revenir sur un autre fait. C'est la famille de Nanda Sedou, le jeune là qui est décédé, qui refuse tout simplement d'enterrer son mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un profond désavouement, un profond désaveu total de la politique menée par le gouvernement, de la gestion de cette crise-là par le gouvernement. Et pour finir, je reviendrai sur le mutisme du président de la République, qui est... Vous pensez aussi qu'il est... Oui, c'est un mutisme coupable, c'est un mutisme transgressif. Sincèrement, il doit parler. Nous ne voulons pas qu'il parle, mais il doit parler. C'est son devoir de s'adresser à nous. Vous vous rappelez, lui-même, il l'avait dit, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Mais voilà que c'est encore arrivé à plus d'une fois sur la terre de nos aïeux, et rien.
On attend quoi? Le 31 décembre encore pour venir nous dire plus jamais ça sur la terre de Rosaïe, ou qu'est-ce qu'on nous dira? Je crois que sa seule apparition comme ça sur les écrans de la TVT, hein, puisque c'est là-bas qu'il aura tout ce qu'il pourra dire aisément, sa seule apparition sur les écrans de la TVT peut rassurer les populations. Ça, nous le disons et nous sommes convaincus que c'est le cas. Ça, c'est l'apparition peut rassurer. Même s'il dit n'importe quoi, les gens savent au moins que cet événement-là a eu. Et il ne va pas non plus dire n'importe quoi. C'est le président de la République en tout cas. Ouais. Donc, nous appelons quand même au service de la communication du président de la République, ceux-là qui sont ses conseillers en communication, de lui dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'il s'exprime et qu'il nous dise ce que lui aussi compte faire de cette situation-là. Très bien, merci. On vous a assez écouté, malheureusement, le temps. Contre nous, un mot. Je voudrais juste relever un fait. Ce fait, c'est que l'on banalise trop la vie humaine au Togo. J'ai donné tout à l'heure une liste de ces compatriotes qui sont tombés, qui, pour la plupart, sont dans les dizaines. Rappelez-vous que, tout juste après l'assassinat de Sinandaré et de Douti, un prêtre togolais du diocèse d'Anéro, le père Afogno, avait envoyé un courrier au chef de l'État. Permettez-moi de lire juste une partie. Et rapidement, parce que... Dans le courrier, il disait ceci. En fait, un pays qui tue pour un oui ou un non ses fils ou filles s'oppose gravement au commandement de Dieu qui interdit le meurtre ou l'homicide volontaire. Plus loin, il dit « La banalisation du meurtre dans un peuple est une déviation éthico-morale très grave et inadmissible qui expose aux sanctions juridiques et divines. C'est pour cela que l'Église catholique enseigne que la vie humaine est sacrée. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Si tout était-il mis en œuvre pour votre autorité, pour que les forces de l'ordre ne fassent plus couler le sang humain sur la terre du Togo, combien de sang de nos frères et sœurs togolais, dont celui de ces innocents élèves fauchés, il parlait à l'époque de Sinandaré de Douti, dans la fleur de l'âge, crie-t-il contre nous auprès de Dieu béni? Combien de malédictions pour la terre de nos ancêtres? Le sol togolais n'a-t-il pas régulièrement ouvert sa bouche pour prendre de la main d'autres fils de ce pays le sang de leurs propres frères et sœurs? Je ne peux plus me taire. Ma conscience de chrétien et de prêtre m'oblige à m'adresser à vous en votre qualité de premier responsable de l'État et de la nation togolaise. En tout cas, je crois qu'on vous a assez compris. Malheureusement, les minutes qui nous sont imparties sont complètement épuisées. Vous savez, c'est cela aussi l'essence d'un débat. Quand ça prend de l'ampleur, il faut aller au tréfonds. Pas besoin de couper les développements si ils sont pertinents. Merci donc à nos invités, Ildefonse Akwaki, responsable sur place de l'agence togovision.com, également Léon Doung, qui est le rédacteur en chef du journal Le Patriote, qui sera forcément dans les kiosques demain selon nos informations. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, sans oublier les équipes techniques des médias partenaires. Sachez que dans cette vie, on ne fait jamais rien contre les autres, on fait tout pour soi et contre soi-même. Au revoir et bonne journée.